D'abord, on est ravis de vous accueillir. Donc, c'est Marion Guillou qui introduit, puisqu'il paraît que c'est ce que veulent les règles de l'Académie. Donc, je suis vice-présidente de l'Académie d'agriculture de France. Et on est très heureux de vous accueillir tous les deux pendant cette journée qui est un petit peu symbolique pour le droit des femmes. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Jacques Hervé, qui a été à l'origine de cette rencontre. Merci. Merci Marion. Alors, je vous remercie d'abord beaucoup, Marion, merci pour ce mots d'accueil. Merci Constant. Merci Léa, parce que nous avons communiqué. Je suis provincial, alors je prends le train régulièrement pour venir le mercredi et quelquefois plus souvent à l'académie. Et je regarde les kiosques de gare et je suis tombé sur le magazine Social Terre, que je ne connaissais pas. J'ai vu qu'il parlait d'agriculture, je suis un concerne, donc j'ai acheté le numéro et j'ai découvert les chapitres que vous avez coordonnés. Et comme nous recherchions des voix féminines pour la journée de la femme, je me suis dit, ça y est, on a quelqu'un qui va nous parler, qui est à la fois jeune, féminine, engagée sur les sujets de la reprise, de l'installation des jeunes, etc. Donc nous sommes très heureux de vous écouter. Vous avez la parole et vous avez la parole avec votre collaborateur, collègue, ami, Monsieur Tanguy Martin. Merci à vous aussi d'être venu. Vous avez la parole, tous les deux. Eh bien, alors merci beaucoup de nous avoir fait cette proposition. N'hésitez pas, enfin comme on va parler longtemps, si jamais à un moment il y a un problème technique, n'hésitez pas à me le signaler pour qu'on se lance pas dans un monologue dans le vide. En préparant l'intervention, moi je savais pas du tout quel était votre degré de connaissance par rapport, voilà, à la situation des femmes agricultrices, etc. Donc j'espère que je vais pas répéter des choses qui sont évidentes pour vous, mais pareil, enfin n'hésitez pas à le dire si jamais on peut passer rapidement sur certaines choses. Avec Tanguy, on a prévu à peu près de parler une demi-heure, max 35 minutes, pour ensuite vraiment avoir le temps de répondre à vos questions. Donc d'abord, je vais introduire pour recontextualiser, dire qui je suis, qui on est en tant que collectif Reprise de Terre. Après quoi, je laisserai la parole à Tanguy qui vous fera un petit dézoomage sur finalement un peu le modèle contre lequel, on peut dire, le collectif s'inscrit et ce pourquoi, en fait, on a lancé ces enquêtes, enfin, un petit peu une situation globale du monde agricole aujourd'hui. Et puis ensuite, on plongera vraiment dans l'enquête et dans la question qui nous intéresse, qui est les trajectoires de femmes paysannes aujourd'hui, qui ont des pratiques transgressives. Et puis voilà, on finira par une petite conclusion et ensuite un temps d'échange avec vous, si tout ça vous convient. J'ai aussi une petite bibliographie, pas du tout exhaustive, mais que je pourrais vous partager. Je crois que Tanguy, tu as aussi une carte à un moment. Alors, un petit problème vraiment de forme. Vous êtes enregistré. Hein, on diffuse systématiquement sur la chaîne YouTube. Aucun problème. Oui, bien, enfin, très bien. Oui. Voilà. Vous m'aviez prévenu, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci. Donc moi je suis Léa, je fais partie du collectif Reprise de Terre avec lequel je travaille depuis 2 ans maintenant et sinon je suis documentariste indépendante en radio dans la vallée de la Roya qui est aussi un territoire où il y a une dynamique agricole et paysanne assez présente. Donc c'est vrai que quand j'ai rejoint ce collectif, c'était des questions qui avaient aussi un lien avec ce que moi je pouvais vivre sur mon territoire. Et par ailleurs, je suis installée en collectif et on est aussi dans ces questionnements autour de rachat de terres, notamment d'une châtaigneraie pour restaurer un patrimoine autour de cette culture-là sur le territoire. Le collectif Reprise de Terre, donc il existe depuis 2019 et c'est un collectif assez hétéroclite, ce qui fait à la fois sa singularité et sa richesse, je pense, puisqu'en fait, donc, il réunit une quarantaine de personnes qui, autour, on va dire, d'un... Oula, je m'entends en retour. Autour d'engagement, de vision politique commune sur les questions écologiques.
et sur la question des terres. Donc certains font partie d'associations ou de structures en lien avec le monde paysan. Donc c'est le cas de Tanguy qui travaille à Terre de Liens. D'autres sont davantage dans le domaine, on va dire, de la recherche ou dans des activités plus de production de savoir. Il y en a qui font de la recherche, d'autres qui font partie d'une revue d'écologie politique qui s'appelle Terrestre. Certains habitent dans des lieux agroécologiques qui sont aussi parfois des lieux en lutte, comme par exemple le quartier libre des Lentillères à Dijon, qui existe depuis une dizaine d'années et qui se dresse contre un projet d'écoquartier dans cette ville. D'autres font partie de la communauté agricole de Longomaille à Fort-Calquier. Ce qui nous réunit aussi, c'est qu'on est plutôt les uns les autres ancrés dans des territoires ruraux. Et si la plupart d'entre nous ne sont pas eux-mêmes paysans, disons qu'il y a des complicités, des proximités avec ce monde-là, et que cette porosité entre notre sujet d'étude et d'enquête et nos vies personnelles, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, dans un peu cette dimension micropolitique, comment on peut lier des questions qui nous concernent personnellement avec des questions sociétales plus larges. Le but de ce collectif, c'est de mener des enquêtes politiques autour de la question de l'accaparement des terres et d'accompagner la construction d'alternatives et de soutenir aussi certaines revendications politiques en la matière. Alors, on s'est structuré autour de différents axes de recherche qui sont un peu mouvants, mais en tout cas, donc je peux vous les exposer tels qu'ils étaient au départ. Il y avait 3 axes de recherche. Le premier, donc, c'est autour de l'accaparement des terres agricoles et des formes de lutte et de résistance paysanne qui ont existé dans le passé et qui sont en résurgence aujourd'hui. C'est dans cet axe-là que s'intègre l'enquête donc sur les femmes paysannes que on va vous présenter. Ensuite, il y a l'axe ville, donc qui va plutôt concerner tout ce qui est lutte contre l'urbanisation, les luttes urbaines contre les grands projets inutiles, et en face, pareil, quelles pratiques se mettent en place, par exemple, pour autour des cantines, par exemple, en ville, pour un accès, un droit à l'alimentation, le lien entre les luttes pour le climat et les luttes sociales. Et enfin, le troisième axe, donc l'axe sauvage. Comment en fait faire cohabiter et dialoguer ces luttes agricoles et toute la question de la protection de la biodiversité, des friches, de la libre évolution. Voilà, et c'est ce qui est assez intéressant au sein de Reprise de Terre, c'est qu'en fait, ces différents axes de recherche peuvent parfois entrer en tension, notamment quand on parle d'agriculture et puis de déprise agricole. Donc, comment on peut aussi faire se rencontrer différents acteurs qui ont des visions parfois un peu antagonistes et au contraire réussir à créer des alliances parce qu'au final, on va dire que ça se rejoint à l'endroit quand même de l'écologie politique et de la transition écologique. Donc, ces axes-là de travail sont très poreux. Et après, sur notre méthodologie, donc nous, on mène des enquêtes politiques, c'est-à-dire qu'on ne se revendique pas du tout chercheur. On n'a pas cette neutralité axiologique que vont avoir les chercheurs. On n'a pas cette méthodologie académique. C'est à la fois un choix et aussi un non-choix, puisque étant tous bénévoles, on n'a pas non plus autant de moyens et de temps à y consacrer que des chercheurs. Néanmoins, c'est aussi quelque chose qu'on assume. Et donc, quand on parle d'enquête politique, c'est-à-dire qu'on assume d'avoir une proximité avec nos sujets d'études et aussi une complicité avec les personnes qu'on va rencontrer. Et il est très fréquent qu'en fait, les personnes qu'on est allé enquêter pour documenter un sujet aient elles-mêmes un intérêt à ce que ces enquêtes-là existent et à ce que leurs pratiques soient documentées. Sur aussi la place de la subjectivité dans ces enquêtes, là encore, c'est quelque chose d'assumé, de vouloir mettre du sensible dans ces enquêtes-là et de ne pas être seulement dans la production de savoir froid. Et on parle aussi d'enquête politique, donc pas seulement en termes de méthodologie, mais aussi de finalité, où nous, les finalités de nos enquêtes, c'est de documenter des alternatives, des pratiques qui sont parfois minoritaires, mais néanmoins tendancielles, c'est-à-dire qu'elles
voilà, elles sont le signe d'une tendance, par exemple en termes de transition agroécologique, ou bien elles sont importantes à documenter parce que elles sont souhaitables, on va dire, politiquement, d'après nous. Un des autres objectifs, c'est de contribuer à de nouveaux imaginaires sur la ruralité et sur l'agriculture en documentant des trajectoires qui sont aujourd'hui peu visibles. C'est le cas pour l'enquête des femmes paysannes. Mais sans être non plus dans une propagande ou un support de communication, mais en montrant les tensions et les complexités. Enfin, l'idée, c'est pas de faire de la construction de success story ou de parcours inspirants. Et enfin, une des autres finalités de ces enquêtes, c'est de contribuer à élaborer des tactiques foncières, juridiques, politiques, philosophiques pour changer de modèle. Voilà. Bon, ça, c'est des très grosses ambitions, mais c'est ça. Encore un mot sur ce collectif, il y a eu 2 temps forts depuis sa création. Un premier en 2020, donc qui ont été des rencontres à Notre-Dame-des-Landes qui ont réuni à peu près 250 personnes, donc qui ont contribué, qui ont été enquêtées. Donc il y a eu à la fois des chercheurs, à la fois des personnes issues du monde paysan, de syndicats, etc. Et l'idée, c'était de faire rencontrer ces personnes et de confronter, comme je le disais au départ, des approches parfois antagonistes pour voilà, créer des terrains de rencontres. Par exemple, il y a eu une rencontre entre la Confédération paysanne et des collectifs qui étaient plutôt issus du milieu de la protection de la biodiversité. Ou bien des personnes qui sont plus dans les luttes en ville, avec des personnes qui sont plus dans le milieu rural. Le deuxième temps fort, ça a été l'élaboration et la parution de cette revue donc que vous avez entre les mains et qui pour nous est pas vraiment un outil figé, mais plus un outil d'éducation populaire pour vulgariser déjà les recherches qu'on a fait, mais aussi pour nous permettre d'aller à la rencontre de nouveaux collectifs, de nouvelles structures et continuer d'alimenter nos enquêtes. Donc, on est vraiment très content que vous nous sollicitez aujourd'hui parce que on n'a pas forcément beaucoup de liens avec le monde de la recherche en agronomie. Si j'ai bien compris, c'est un peu dans ce champ-là que vous vous situez. Et voilà, pour nous, c'est super riche en fait de pouvoir aussi aller discuter avec vous, même si on n'est pas forcément d'accord ou qu'on n'a pas forcément les mêmes approches. Et enfin voilà. Alors peut-être pour préciser moi cette remarque, bon, on souhaite être à l'écoute, même si il y a le monde de la recherche, le monde professionnel, mais être à l'écoute des signaux faibles, notamment qu'on peut appeler faibles aujourd'hui, ce qui fait que on a mis en place au sein de l'académie un groupe qui s'appelle Débat pour que il y a eu un sujet qui était sur les abeilles, un sujet sur les phytosanitaires. Comment être à l'écoute aussi du monde associatif. Et puis depuis 2 ans là, on appelé ça échange croisé. C'est y compris au sein de l'académie. Il peut y avoir des points de vue différents. Comment on fasse en sorte qu'il y ait aussi cette écoute croisée de points de vue différents. Voilà. Donc pour vous dire que l'Académie d'agriculture, son souhait, c'est d'être à la fois ouverte et à l'écoute. D'accord. Donc nous sommes à votre écoute. Super. Et donc voilà, pour finir sur ce collectif, on a un fonctionnement qui est, moi je dis en arborescence ou en rhizome, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment que ça essaime et que d'autres dynamiques complémentaires émergent. Et c'est un peu ce qui se passe depuis 2 ans, et notamment à partir du groupe Reprise de Terre ont émergé deux autres organisations dynamiques. La première, c'est A Puissance 4, qui est une association qui tente de rapprocher disons, les questions liées à l'intégration des personnes migrantes ou issues de la migration avec celle du travail de la terre. Et comment aujourd'hui on a un monde agricole qui est un petit peu en péril parce que beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite, et d'un autre côté des personnes qui arrivent sur le territoire parfois avec un bagage ou des compétences en agriculture mais qui n'ont pas du tout le réseau, et comment on pourrait faire pour que ces personnes-là puissent, si elles le souhaitent, en fait, rentrer dans un parcours agricole. Donc ça s'appelle A Puissance 4.
Je pourrais vous donner les références après si ça vous intéresse de leur travail. Et l'autre mouvement qui a émergé, c'est reprise de savoir. Et donc là, l'idée, c'est comment on pourrait raccrocher le monde de la recherche et de l'université à des démarches plus engagées et plus ancrées sur des territoires. Et donc, reprise de savoir, depuis 1 an, organise en fait des chantiers écoles sur des territoires autour de chantiers très concrets, comme par exemple créer une mare et recréer de la biodiversité, et rattache ça à des questions théoriques. Donc, à l'occasion d'1 ou 2 semaines, les personnes qui participent travaillent à la fois sur du chantier, à la fois sur des questions sur des questions plus théoriques liées au monde de la recherche. Je m'arrête là pour la présentation du collectif. Voilà. Je vais laisser la parole à Tanguy, et puis ensuite, moi, je vous présenterai plus particulièrement l'enquête sur les femmes paysannes. Sur les femmes. Oui, très bien. Très bien. Ok, merci beaucoup Léa, bonjour à toutes et à tous. Juste pour bien préciser les choses, je milite avec Léa dans ce collectif Reprise de Terre. Il se trouve que je travaille aussi à Terre de Liens, notamment en Pays de la Loire. Donc je vais forcément mobiliser cette expérience aussi, mais je parle pas du tout au nom de Terre de Liens. Je suis en pause déjeuner, donc je ne porte aucune voix de Terre de Liens. Voilà, c'est un petit peu formel, mais c'est toujours important de dire d'où on parle et pour qui on parle. Donc voilà, c'est fait. J'essaye d'aller vite pour revenir sur la partie qui me paraît peut-être la plus intéressante, qui est l'enquête en elle-même, mais de dire des constats desquels on est parti, ou en tout cas à partir desquels on peut penser l'enquête. On va dire sur 2 tendances du travail agricole qui viennent rencontrer les questions de genre ces derniers temps et depuis assez longtemps. Donc sur la tendance longue, c'est cette question de la démographie agricole qui est, je pense, pas une nouvelle pour vous, mais donc avec une baisse drastique du nombre d'agriculteurs, d'agricultrices depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on passe d'un peu plus de 30% à 1,5% ou 2,5% selon comment on qualifie le travail agricole. Voilà, une baisse de proportion importante du travail agricole dans la société française. Et par ailleurs, dans cette tendance, une tendance aussi à la baisse du travail féminin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est quelque chose qui est peu visibilisé parce que on présente souvent les chiffres du nombre de chefs d'exploitation qui sont en augmentation et qui tournent autour des 30% aujourd'hui en France, même si c'est un chiffre qui stagne depuis une petite dizaine d'années, malgré un certain nombre d'efforts. Mais en fait, on était à 45% de travail féminin dans l'agriculture à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a bien une baisse du nombre de femmes impliquées dans le travail de la terre. Et c'est aussi quelque chose qui se retrouve pas que chez les chefs d'exploitation, mais aussi dans les salariés agricoles. On a le même constat dans la question de l'accès aux métiers et de l'accès aux moyens de production de l'agriculture plus générale. Et donc, voilà, les femmes ont plus de mal à accéder aux emprunts, ont plus de mal, en plus sur des durées plus longues. Hein, les durées moyennes d'emprunt des femmes sont 3 à 4 fois, il me semble, supérieures à ceux des hommes en agriculture. Donc voilà, tout un tas de dynamiques inquiétantes sur le front des inégalités de genre et qui se recoupent aussi sur la question de la propriété des terres. Alors, je vais essayer de vous partager un petit tableau parce que il me semble que c'est extrêmement important à garder en tête et aussi pour des questions de recherche dans la mesure où en fait là pour le coup c'est avec Terre de Liens. On a publié donc dans un rapport qui est sorti le 28 février dernier un chiffre qui, en tout cas à notre connaissance, n'avait jamais été publié tel quel, qui est celui de la part féminine de la propriété des terres en France. Et on voit que donc en moyenne, on a 1/3 des terres qui appartiennent à des femmes en France, ce qui est plus que la moyenne européenne qui stagne autour de 13%, mais ce qui est beaucoup moins par exemple que dans l'immobilier, où les femmes sont légèrement plus propriétaires que les hommes. Et on voit que ces questions-là recoupent aussi des questions on va dire, d'orientation culturelle des territoires, notamment liées aux questions d'héritage et de fermage, puisque les femmes sont plus propriétaires dans les zones de fermage importantes, donc en location importante dans le nord de la France, que dans les zones où
ce sont les héritiers mâles qui héritent des terres outils de production avec les fermes en faire-valoir direct, donc avec des propriétaires exploitants. En soi, c'est pas forcément cette carte qui est intéressante, mais ne serait-ce que le fait que nous, on a cherché pendant longtemps ces chiffres-là et qu'en fait, on ne les a pas trouvés. Donc, soit ils existent, mais ils sont sacrément indisponibles, soit ils n'existent pas, et c'est assez symptomatique voilà, de la place qu'on peut donner aux femmes dans l'agriculture. Donc ça, c'est une tendance assez lointaine et lourde, et une tendance beaucoup plus récente, mais tout aussi interpellante, qui est une modification, on va dire, plutôt qualitative du travail agricole, qu'on pourrait qualifier quasiment de prolétarisation, puisque le dernier recensement agricole, pour la première fois, indique qu'il y a massivement une augmentation des salariés agricoles permanents en face de la baisse des chefs d'exploitation qui, elle, depuis plus long terme. Donc, on a perdu 55 000 chefs d'exploitation, mais on a gagné 8 000 salariés permanents. Donc, il y a une modification de la composition du travail agricole voilà, qui est intéressante en elle-même, qui a été relayée aussi dans les travaux récents de François Purseigle et Bertrand Hervieux, que vous avez certainement suivis. Donc, et les membres de l'Académie, avec François Purseigle. Je n'avais pas trop de doutes sur le sujet. Et donc, voilà, qui dessine cette tendance qui est qui démarre, mais qui a l'air d'être assez tenace, donc d'une agriculture qui pourrait être sans agriculteurs. Sauf que on a une petite divergence, je pense, avec messieurs Purseigle et Hervieux sur les conclusions à en tirer. Eux partent du constat que l'exploitation familiale en fait était basée quelque part sur l'exploitation, sans mauvais jeu de mots, de la famille et notamment des femmes de la famille, ce qui en soi n'est pas tout à fait faux, mais ils en tirent la conséquence que les femmes et les enfants ne souhaitant plus être exploités, ce qui encore une fois je pense est à peu près juste, il faudrait se résigner à cette agriculture qui va vers une agriculture de firme. Et c'est là que nos constats, je pense, diffèrent légèrement et que notre enquête nous amène à envisager peut-être les choses d'une manière un peu différente, puisque nous avons rencontré des femmes qui souhaitent s'attacher à la terre malgré les statistiques tenaces qui voient plutôt un départ des femmes de l'agriculture et qui, pour ça, mobilisent en fait des visions qui peuvent s'ancrer et se rattacher au féminisme des années 70 sur la question de l'intime, du politique et du féminisme, et qui visent en fait à développer quelque chose qu'on pourrait qualifier d'innovation organisationnelle, même si c'est extrêmement simple comme vision des choses, qui est de s'installer, mais hors du cadre familial, sans forcément chercher une modernisation à outrance, sans forcément suivre ce schéma d'une agriculture de plus en plus industrielle, en tout cas de fermes qui s'agrandissent de plus en plus, mais en mobilisant des collectifs de travail qui ne soient pas familiaux, mais qui restent très paysans, voire des collectifs de travail qui sont en non-mixité et qui charrient des modèles qu'on appelle transgressifs dans l'enquête. C'est un mot qu'on emprunte à Clémentine Commère, qui est une sociologue bretonne qui s'est beaucoup intéressée à ces questions-là dans sa thèse. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut sortir de tout ça, c'est que on n'est pas résigné sur un état de fait d'une agriculture qui serait sans agriculteurs et sans agricultrices. Et ce que j'ai dit au début, c'est que si une agriculture avec de plus en plus de salariés et qu'il y a de moins en moins de salariés, dans l'agriculture, ça veut dire encore une agriculture de plus en plus masculine. Donc voilà, quelque chose sur lequel nous, on n'a pas envie de s'attarder, d'autant plus que il y a eu quelques scandales de violences sexistes et sexuelles dans des entreprises de travaux agricoles récemment, alors liés en plus à des questions de travailleurs et de travailleuses immigrés venant soit de l'Est de l'Europe, soit d'Amérique latine via des entreprises de travail espagnoles. Et donc, voilà, si on acte cette évolution d'une agriculture sans agriculteurs, c'est aussi une agriculture où on a des salariés qui sont de moins en moins nombreuses, des salariés, de moins en moins nombreuses, et dans des conditions de travail qui sont extrêmement problématiques d'un point de vue des violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, il y a tout ça qui se collisionne. J'essaye de rendre la parole, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, je rends la parole à Léa, qui va peut-être repartir des constats qu'on a pu faire dans l'enquête et
et de comment justement ne pas se résigner et de ces fameux signaux faibles mais qui nous paraissent extrêmement enthousiasmants dans l'agriculture. Alors, nous, dans l'enquête, comme je le disais, on s'est plutôt attaché à documenter des parcours minoritaires dans le monde agricole, mais qui nous semblaient en fait être porteurs de futurs désirables et qui, tout en étant minoritaires, étaient quand même aussi indicatifs d'une certaine tendance. Et juste pour faire une petite digression, hier, je faisais un atelier avec des enfants à l'école sur les stéréotypes de genre. Et donc, on a fait émerger ensemble tous les stéréotypes liés aux filles et aux garçons. Et donc, ce qui a émergé, c'était les métiers agricoles ne sont pas faits pour les filles. Et je me suis dit que, voilà, cette enquête et notamment la diffusion de ce genre de trajectoire, c'était aussi un peu déjà une tentative de réponse à ce genre de stéréotypes. Et voilà, enfin, en tout cas, créer des modèles désirables qui montrent que c'est possible, même si évidemment, il y a aussi un certain nombre de freins et que c'est pas possible pour tout le monde de la même manière. C'est important. Du coup, là, ce que je vous propose, en fait, c'est de revenir un petit peu sur l'évolution du rapport des femmes à la terre, en s'attardant plutôt sur la période contemporaine, au travers des parcours de plusieurs des paysannes qu'on a rencontrées. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur toute l'histoire du mouvement des femmes agricultrices, mais quand même reposer quelques jalons, en espérant que ce n'est pas des choses que vous avez déjà vues et revues. Mais en gros, la période des années 50 à aujourd'hui, dans l'enquête, on l'a découpée en trois périodes. La première qui est l'invisibilisation, donc des années 50 aux années 70, où pour faire très vite, donc les femmes sont soit invisibles parce que c'est les épouses d'eux, soit carrément exclues en fait du monde agricole. Un fait un peu notoire, mais c'est seulement en 1961 que le terme agricultrice apparaît dans Larousse. Donc, auparavant, elles sont simplement épouses du mari agriculteur. Et il y a aussi un certain nombre de femmes qui quittent carrément le milieu agricole. Et là, en l'occurrence, c'est assez intéressant en France de regarder les études qui sont faites sur le genre et le patrimoine. Et il y a notamment 2 sociologues qui ont sorti une étude, un livre qui s'appelle « Le genre du capital » et qui montre qu'en fait, dans le droit français et aussi dans les pratiques du droit, pas seulement dans le droit en lui-même, et dans les pratiques notamment perpétuées par les notaires, tout est fait généralement pour préserver l'entreprise familiale, éviter qu'elle soit divisée et que souvent c'est fait au profit du frère et que la sœur, la femme, se retrouve généralement lésée. Donc non seulement c'est pas elle qui va reprendre la propriété, l'entreprise familiale, mais souvent en plus en termes de compensation financière, elle va aussi être lésée pour ne pas porter préjudice au capital familial dans son ensemble. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais en tout cas, ça a été très étudié. Donc, des femmes qui se détachent de la terre ou s'y rattachent via le mari et parfois dans une forme de non-choix. Sans aucun statut. Et puis à partir des années 70, donc là on rentre dans cette deuxième période que j'ai appelée le mouvement des pionnières, où là il y a un premier mouvement de la part des femmes, donc qui se fait aussi côte à côte avec toute l'émergence des questions féministes dans la société. Donc tout un mouvement pour faire reconnaître les droits au travail et notamment la reconnaissance juridique et l'acquisition d'un statut, avec ce premier statut en 99 de conjointe collaboratrice. L'obtention aussi d'un premier congé maternité en 1976 et le droit de créer une société avec leur mari, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, donc de créer une société entre époux. Néanmoins, c'est seulement en 2010 que le GAEC entre mari et femme va devenir possible, ce qui va donner un certain pouvoir économique à la femme agricultrice qui va pouvoir posséder à part égale son exploitation avec son mari. Néanmoins, donc jusque-là, on reste quand même dans ce modèle de la complémentarité qui est très cher au monde agricole, qui est fondé sur ce modèle productiviste et familial, où on a donc d'un côté des tâches qui sont plutôt celles du mari, qui va plutôt être dans les champs, dans la stratégie agronomique, et de l'autre côté la femme, qui va plutôt être dans la comptabilité et tout ce qui va être du travail domestique.
donc une répartition assez genrée. Et puis, à partir des années 90, on remarque en fait l'arrivée d'un autre profil de femmes qui va embrasser ce métier d'agricultrice et qui ont été appelées donc les NIMA, les non issues du milieu agricole. Alors, il y a soit des femmes dites NIMA qui ne sont pas issues du milieu agricole, soit des femmes qui étaient issues du monde rural ou agricole, mais qui reviennent non pas en reprenant l'exploitation des parents, pour les raisons que je viens d'énoncer, mais qui vont retourner à la terre d'une autre manière. Ces personnes-là ont des profils très différents des agricultrices auparavant, puisque ce sont généralement des femmes qui arrivent plus tardivement avec un premier parcours professionnel dans un autre domaine et qui viennent avec une forme d'engagement et un désir de cohérence dans ce choix qui est un choix professionnel, mais qui est aussi généralement un choix de vie, qui est lié aussi à toute l'émergence des questions écologiques, des questions autour de l'alimentation et du bien manger. Et donc, elles vont venir bouleverser un petit peu le jeu et le schéma traditionnel agricole, même si là encore, je le rappelle, elles restent minoritaires. Et elles importent dans le monde agricole donc ce que Tanguy vous a exposé comme ces pratiques transgressives. Nous, c'est un terme qu'on a découvert avec cette sociologue Clémentine Commer et qui nous a bien plu parce qu'il porte un peu cette notion de voilà, l'idée de faire une brèche en fait dans le système agro-industriel et productiviste et de s'inscrire un peu en marge des normes agricoles et agronomiques prépondérantes. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'exemples de ce que sont ces pratiques transgressives. Transgressives et aussi résurgentes. Alors ça, c'est un terme que j'emprunte à une philosophe des sciences qui s'appelle Isabelle Stengers et qui dit qu'en fait, dans tout ce mouvement d'écologie politique, on observe en fait des pratiques qui ont existé par le passé, qui avaient un petit peu disparu et qui aujourd'hui ressurgissent d'une manière nouvelle. Et c'est le cas dans le monde paysan avec la résurgence de tout cet imaginaire autour de la paysannerie et de l'agriculture de subsistance qui était un peu connoté péjorativement dans le milieu conventionnel et qui aujourd'hui sont revendiqués par certains et certaines. Et c'est généralement des pratiques qui vont résister à des formes d'enclosure ou des formes d'accaparement des terres. Alors, parmi ces pratiques-là, on a notamment le choix de cultiver des petites parcelles, voilà, d'aller un peu contre cette idée de toujours étendre davantage les surfaces cultivées. Donc, par exemple, en maraîchage, ou alors d'avoir des petits élevages, donc ovins ou caprins. Alors, c'est à la fois un choix et comme souvent, il y a souvent cette tension qui revient quand on étudie les femmes paysannes et aussi un non-choix puisque ces femmes-là n'étant pas issues du milieu agricole et n'ayant pas d'héritage, accèdent souvent aux terres les moins fertiles qui sont aussi parfois des terres morcelées. Et comme elles n'ont souvent pas beaucoup de capital, donc elles ont aussi des parcelles plus petites. Je ne vais pas développer, mais il y a aussi toute la question de l'accès à la terre via la SAFER et les comités d'attribution, où en tant que femmes et non issues du milieu agricole, elles sont plus souvent défavorisées par ces instances. D'ailleurs, c'est une des préconisations d'un rapport du Sénat qui est paru en 2019, de diversifier la composition de la SAFER favoriserait l'accès des femmes à la terre. Si elles accèdent à des parcelles plus petites, c'est aussi comme Tanguy le disait, parce que c'est plus dur pour elles d'avoir accès à des prêts à des taux intéressants. Une autre pratique transgressive, ça va concerner le rapport au travail. Ce qu'on a remarqué dans notre enquête, c'est que souvent, ces femmes-là, en fait, oui, elles avaient envie de faire du travail de la terre leur métier. Néanmoins, elles n'avaient pas envie de se tuer à la tâche et elles assumaient complètement le fait de vouloir avoir 5 semaines de vacances, de travailler 35 heures par semaine, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leurs collègues aussi dans leur pratique de travail. Donc, bien sûr, ça va aussi induire d'autres pratiques en termes agronomiques, de ne pas utiliser certaines machines, de ne pas utiliser certains produits, de prendre plus de temps à faire les choses, d'écouter son rythme. Voilà, donc deuxième type de pratique transgressive. On a aussi le fait de ne pas s'installer en couple. Et
Et donc, dans cette idée de pratique résurgente, donc réapparaissent depuis quelques années, quelques décennies, les installations en collectif, où certaines femmes vont avoir une activité agricole, mais au sein d'un collectif plus large, où il va aussi y avoir d'autres activités artisanales, culturelles, etc., ce qui va finalement les inscrire dans des formes d'interdépendance et de solidarité qui vont leur permettre, si jamais il y a un coup dur ou si jamais il y a besoin d'un coup de main au champ, en fait, de faire appel à d'autres personnes pour les aider dans des chantiers collectifs, ou elles-mêmes, en fait, de sortir aussi un petit peu du microcosme agricole et d'avoir accès à une ouverture culturelle ou bien à un soutien aussi affectif et moral. Chez ces nouvelles arrivantes, on a aussi remarqué donc ce trait commun de beaucoup s'impliquer sur le territoire, de beaucoup politiser leur activité, par exemple sur la question de la distribution. Et c'est comme généralement, elles ne produisent pas suffisamment pour s'inscrire dans les schémas de distribution classiques et massifs. C'est comment, en fait, sur mon territoire, j'arrive à mettre en place des circuits courts, comment je peux développer la vente à la ferme, comment je vais créer toute une réflexion sur la sécurité sociale de l'alimentation, etc. Et une des paysannes qu'on avait rencontrées disait que donc elle avait grandi à la ferme avec ses parents, qu'elle était très attachée à ce modèle familial, au fait de vivre dehors, d'être proche du vivant, mais que par contre, pour rien au monde, elle voudrait reproduire cette espèce d'enfermement sur la ferme dans lequel ont vécu ses parents, et que elle, en fait, elle arrivait aujourd'hui avec comme elle le dit, la volonté de vivre à la ferme, de faire de l'agriculture son métier, mais par contre, sans le patriarcat et sans les rapports de domination qu'elle avait vécu enfant. Et d'ailleurs, donc cette même paysanne disait que depuis qu'elle s'était installée, elle avait mis à disposition une partie de sa parcelle gratuitement à un réseau de cantines, donc dans la banlieue de Rennes, pour permettre en fait à cette association de venir produire sa propre nourriture et ensuite faire de la redistribution alimentaire à vocation sociale sur le territoire. Donc on voit vraiment comment le métier d'agriculteur et les engagements associatifs, politiques sont liés chez ces nouvelles installantes. Le temps file, donc je vais avancer un petit peu. Alors, comme je disais, c'est pas non plus des success stories intégrales, parce que forcément, il y a des contreparties à ces choix-là, à ces choix de vie, et notamment la rentabilité. C'est des modèles qui sont bien moins rémunérateurs que les modèles productivistes, bien moins rentables. Et à titre d'exemple, donc une des agricultrices qu'on a rencontrées pour l'enquête, qui est installée depuis déjà 2 ans, arrive donc est installée en GAEC avec 2 autres femmes, et elles touchent chacune 300 € par mois pour 35 heures semaine affichées, mais en réalité souvent plus, complétées par les aides sociales, heureusement. La personne installée en banlieue rennaise dont je parlais, donc qui est en cours d'installation depuis 1 an, associée avec un homme, mais qui n'est pas son compagnon, elle ne se paye pas du tout pour l'instant. Alors, comment, peut-être une question un peu plus opérationnelle, comment on peut appuyer ces trajectoires-là, comment on peut les soutenir? Une des choses qui a émergé, c'est qu'en fait, la mise en réseau et la solidarité à l'échelle d'un territoire, c'était vraiment quelque chose qui permettait à ces personnes-là, moralement et économiquement, de tenir. Les collectivités locales ont un rôle à jouer en la matière. Jonia, donc, dont je parlais à l'instant, qui est installée en GAEC entre femmes, disait que elle travaillait avec les collectivités locales pour être intégrée dans le plan local de l'alimentation, et notamment peut-être devenir prestataire pour les cantines des collectivités, les cantines scolaires. Mais que politiquement, c'était quand même des négociations difficiles, parce que comme elles produisent peu, c'est pas forcément le plus avantageux pour les collectivités de faire appel à des maraîchères qui ne sont pas capables de faire du semi-gros. Donc là, il y a un vrai engagement politique à prendre de la part des collectivités locales, à dire, en fait, nous, c'est ce type de pratique agricole qu'on a envie de soutenir, même si ça coûte plus cher, et donc c'est avec elles qu'on va travailler.
Il y a aussi, bien sûr, comment intégrer les mangeurs, les consommateurs à une activité agricole sur le territoire. Ce qui est souvent mis en place, c'est des chantiers collectifs à l'occasion, par exemple, quand il y a du surplus de tomates l'été, comment on peut faire venir sur une journée des mangeurs du territoire pour qu'ils ramassent les tomates et les transforment en sauce tomate pour pas que ça se perde, par exemple. Et c'est aussi des moments de soutien moral où on voit que, oui, le travail qu'on fait au quotidien, être dans les champs qui est dur, il a du sens parce qu'en fait, derrière, il y a des mangeurs qui sont contents de manger nos produits et qui sont aussi prêts à nous soutenir en cas de coup dur. Puis c'est une manière de politiser ces questions de l'alimentation. Un des autres soutiens, c'est la formation. C'est quelque chose qui a été beaucoup répété par ces femmes qui disaient, en fait, moi, ne venant pas du monde agricole, ça me semblait une montagne. Je me sentais pas légitime pour m'installer. Et en fait, une formation, un BPREA, une formation à la Chambre d'agriculture, ça va leur donner de la légitimité, ça va leur donner des savoirs agronomiques et ça va les aider ensuite à assumer leur projet. Il y a notamment un réseau national qui s'appelle les CIVAM, donc qui sont les centres d'initiative et de valorisation agricole, qui depuis quelques années organisent des groupes en non-mixité, donc réservés aux femmes pour les accompagner sur des enjeux, des difficultés qui leur sont spécifiques. Donc déjà d'avoir un espace sécurisant, on peut parler des discriminations qu'on subit parfois sur la ferme, un espace où on peut être accompagné avec d'autres femmes, un espace aussi où on va pouvoir travailler sur la question d'ergonomie, l'adaptation des outils à la morphologie de certaines femmes. On va pouvoir se former sur des choses qui sont systématiquement que les femmes ne font plus dès lors qu'il y a des hommes sur la ferme, par exemple, utiliser une tronçonneuse ou un tracteur. Donc, ça va être des espaces d'empuissantement pour les femmes. Enfin, la politisation et la visibilisation des enjeux des questions de sexisme dans le monde agricole, dans les instances politiques, dans les structures syndicales, c'est aussi quelque chose qui vient soutenir ces nouvelles trajectoires. Par exemple, à la Confédération paysanne, donc depuis quelques années, il existe une commission femmes où ce sont les femmes agricultrices elles-mêmes qui s'emparent de ces questions-là et qui sont portées à une échelle, disons, nationale. Alors, juste pour finir, voilà, je suis passée un peu vite sur tout ça, peut-être on pourra y revenir avec vos questions. Je voulais ouvrir sur les impensés, les limites de notre enquête, qui sont les questions de l'intersectionnalité quand on parle d'accès des femmes à l'agriculture. Voilà, nous, notre enquête, elle s'est principalement dirigée sur des femmes quand même qui venaient d'une classe sociale moyenne, avec quand même un minimum de capital, et des femmes blanches. Je pense qu'aujourd'hui, il nous semble qu'un des enjeux, c'est comment on ouvre encore plus l'agriculture à toutes et à tous, notamment quid des sexualités minoritaires, de l'accès à l'agriculture et au monde rural pour des personnes homosexuelles, quid de l'accès à l'agriculture pour des personnes racisées, voire pour des personnes migrantes, et quid aussi de l'accès à l'agriculture pour les personnes qui n'ont aucun capital économique. Voilà, donc c'est vraiment des grandes questions très ouvertes. Mais en tout cas, si on prolonge cette enquête, c'est aussi là-dessus qu'on aimerait approfondir. Je relaisse la parole à Tanguy pour quelques mots de conclusion et puis je vous partagerai dans le fil de la discussion des références supplémentaires. D'accord. Merci. J'essaie de faire très très vite, mais on voulait aussi partager 2-3 pistes qui sont, je sais pas, c'est de l'ordre de la préconisation, de la proposition politique, mais voilà, de garder en tête cette question de la visibilisation, puisqu'en fait, on travaille on travaille sur des informations qui ne sont pas toujours facilement accessibles, qui sont parfois un petit peu triturées. Ce que je disais, on a une communication très forte du ministère des Champs d'agriculture sur le fait qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'agriculture, alors que c'est factuellement plutôt faux. Donc voilà, de visibiliser ces sujets, ce que je disais aussi sur la question de la propriété des terres. Moi, si vous avez des références de chercheurs ou de chercheuses qui travaillent sur ces dimensions genre et accès à la terre, propriété de la terre, on est très preneurs parce que nous, on n'a pas trouvé grand-chose à part ce travail de Céline Bessière et Sybille Golac. Céline Bessière s'étant intéressée notamment aux transmissions viticoles en Bourgogne, mais c'est vraiment assez restreint.
même s'il y a plus de choses sur la question de l'accès au métier en général des femmes, sur la question de l'accès à la terre, c'est vraiment assez limité. Donc voilà, peut-être un appel aussi au monde de la recherche de s'emparer de ces objets-là. Et puis peut-être de se dire qu'on est dans une période d'annonce d'une loi d'orientation agricole et qu'il y a peut-être quelques dispositifs à envisager pour que ça se passe un petit peu mieux dans la question de l'accès des femmes à la terre et au métier d'agricultrice. Des choses qui ne sont pas forcément extrêmement originales, mais qui mériteraient d'être mises en place. On pense à la modulation des dotations jeunes agriculteurs en fonction du genre. Il y a 2 régions, c'est totalement possible, hein, il y a 2 régions qui le mettent en œuvre, mais ça serait de voir comment est-ce que ça pourrait être étendu à d'autres régions. On pourrait penser aussi que dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, les SDREA, des priorités genrées puissent être données et plus généralement que ces pratiques agroécologiques dites transgressives soient peut-être mieux valorisées dans ces SDREA. C'est aussi légalement tout à fait possible. Ça pourrait être mis de manière peut-être un petit peu plus précise dans la loi ou en tout cas dans la partie réglementaire du code rural pour inciter à ce que ça soit mieux pris en compte, parce que quand on fait confiance au territoire, incontestablement, ce ne sont pas les choses qui émergent des débats locaux. Et encore une fois, des dispositifs peut-être plus liés aux questions des garanties bancaires, puisque voilà, les prêts des femmes sont plus bas et plus longs que ceux des hommes, et de manière assez importante. Comment est-ce que la puissance publique peut jouer un rôle de réassurance vis-à-vis des banques pour permettre ces installations dans des conditions professionnelles peut-être un peu plus confortables, qui permettent aussi derrière de générer des rémunérations un peu plus importantes, même si, pour compléter ce que disait Léna sur on est sur des niveaux de rémunération très faibles de ce que pouvait annoncer Léna. On est aussi sur des gens qui ont des pratiques de vie qui sont liées à des mouvements politiques proches de ce qu'on appelle l'autonomie politique et qui réclament, par exemple, de vivre de leur RSA ou voilà. Donc, attention aux comparaisons qui ne sont pas forcément raison dans ce cadre-là, en gardant en tête aussi que énormément de la rémunération de certains agriculteurs et de certaines agricultrices sont liées à des subventions publiques, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas, c'est peut-être une ouverture. Et puis, on a un peu le temps d'échanger. Oui, merci. C'est tout à fait intéressant. J'aurais quelques questions, mais je vois que notre présidente nous a rejoint en ligne. Alors peut-être Marie-Françoise, tu as une petite remarque ou une question, quelque chose après cette deux premières interventions. J'avais un problème technique de liaison, voilà, mais j'ai pris l'intervention en cours. Merci beaucoup, c'est intéressant. Alors vous parlez d'enquête. Vous entendez? Il y a un écho. J'ai pris le micro de la salle. Oui, pas possible. Ferme le nôtre. Je peux fermer celui-là, je peux fermer le zoom, désactiver le son. C'est bon? Non, mais vous, d'une part, vous parliez d'enquête. C'est une enquête journalistique, une enquête sociologique. Quel est le statut de votre enquête? C'est parce que je n'étais pas au début de l'intervention. Donc, c'est une question de compréhension des méthodes que vous utilisez. Oui, Pour aboutir à ces résultats intéressants. Voilà. Et vous avez cité des sociologues, mais vous-même, quelle méthodologie vous utilisez? C'est une première question un peu technique. Non, mais vous faites bien de la poser. Mais en fait, on a passé justement assez longtemps à décrire comment on se positionnait en termes de méthodologie et de finalité avec ces enquêtes qu'on a nommées des enquêtes politiques. Donc, ce ne sont pas des enquêtes scientifiques, avec, disons, des méthodologies sociologiques, des échantillons, etc. C'est pas non plus du reportage. Voilà, c'est un petit peu hybride. Et ce qui diffère, je pense, c'est qu'on n'a pas forcément cherché à avoir une neutralité dans l'approche et que clairement on assume qu'il y a des perspectives, qu'on vise, qu'il y a une visée politique aussi dans ces enquêtes, dans le fait de diffuser d'autres pratiques agroécologiques. Oui, non, mais c'est intéressant, effectivement. Et en vous écoutant, je me disais,
ces jeunes femmes que vous décrivez, ou femmes âgées, je ne sais pas, que vous décrivez dans votre enquête, elles se heurtent à des difficultés Est-ce qu'on ne retrouve pas ce même type de difficultés dans d'autres milieux professionnels? Je pensais à celui de la création d'entreprises ou qui sont difficiles. Est-ce que vous avez essayé de faire des approches un peu, entre guillemets, comparées ou pas Parce que quand vous évoquez, elles ne se rémunèrent pas en fin de mois, c'est le cas de tout créateur d'entreprise aussi. Les jeunes, moi, j'en ai dans ma famille, ils n'ont pas de rémunération en fin de mois. Ou bien des collectifs qui se mettent en place pour assumer à plusieurs, c'est très intéressant ça. Voilà, donc quelle est la spécificité selon vous du monde agricole par rapport à d'autres mondes économiques? Oui, je pense que de toute manière, enfin, c'est des questions qui sont transversales aux conditions des femmes dans de nombreux milieux professionnels. Après, ce que vous dites sur l'entrepreneuriat, c'est intéressant parce que notamment les CIVAM dont je parlais dans l'exposé travaillent sur ce lien entre l'entrepreneuriat en milieu rural et la situation des femmes agricultrices, où effectivement il y a beaucoup de similarités sur comment réussir à s'insérer sur un territoire et à monter parce que oui, les femmes agricultrices sont des entrepreneuses quelque part, même des entrepreneuses plus, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire au départ, etc. Et que ça demande un certain courage, une certaine confiance pour y accéder. Après, sur les spécificités du monde agricole, peut-être Tanguy, tu veux prendre la parole là-dessus? Ouais, je veux bien compléter un tout petit peu. Je pense que la très grande différence, c'est le montant des capitaux à investir et du patrimoine professionnel. Une reprise de ferme moyenne en France aujourd'hui, je crois que c'est, je vais dire des bêtises, mais c'est autour de 450 000 €, ce qui est absolument énorme par rapport à la rentabilité économique de l'activité professionnelle. Et d'autant plus lorsqu'on est une femme et qu'on a un accès difficile aux facteurs, aux facteurs de production et notamment à l'emprunt, et avec une transmission d'entreprise qui est fortement masculine. Donc là, par contre, j'ai pas les chiffres dans d'autres métiers, donc je sais pas si c'est une spécificité agricole, mais en tout cas, c'est quelque chose de très marqué en agriculture. On accède à la terre par l'héritage. Hein, la propriété de la terre change 2 tiers par l'héritage, 1 tiers par la vente. Et donc, si on a des exploitations qui, en plus, sont très masculines, et si on se retrouve dans la carte que je vous montrais tout à l'heure en France, où on est plutôt propriétaire-exploitant, on a vraiment un espèce de verrou masculin sur la terre, et donc l'outil de production et l'accès au métier qui s'enclenche. Et donc, cette dimension surfacique, elle rajoute peut-être aussi quelque chose dans la balance. Et pour compléter là-dessus. Et pourtant, je m'excuse. Pardon. Oui, Marie-Françoise. Non, c'était juste que on se faisait la remarque au salon de l'agriculture récent, là. Dans les écoles agronomiques, il y a plus de jeunes femmes que de garçons, finalement. Donc, qu'est-ce qu'elles deviennent? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre d'entre elles qui vont s'installer. Est-ce que voilà, où elles partent, vers quels horizons elles s'en vont? Peut-être que je laisse Léa répondre sur ce qu'elle voulait dire à l'instant, et je veux bien reprendre sur la question des écoles. C'est peut-être des formations un peu différentes. Oui, pour le monde agricole aussi, je crois, est un monde où quand même le sexisme est encore particulièrement présent, peut-être plus que dans d'autres milieux socioculturels. Et juste 2 exemples qui sont remontés de notre étude. En ce qui concerne toutes les discussions et les négociations sur le foncier, il est très fréquent que dans les familles, les femmes ne soient pas incluses là-dedans. Ça, c'est des témoignages qui remontent de tous ces groupes de parole de femmes qui sont organisés par notamment les CIVAM. Et beaucoup de femmes témoignent aussi d'un lien compliqué avec le propriétaire. Quand elles veulent s'installer, il y a une forme de méfiance ou alors une forme de paternalisme qui peut être exercée par le propriétaire, voire parfois des cas de harcèlement. Donc, c'est des choses qui constituent aussi des freins et des difficultés supplémentaires propres à ce milieu professionnel et au monde rural, peut-être. Oui.
Il y a peut-être Chantal qui veut intervenir, non? Jean-Marie? J'ai essayé de répondre à la question précédente. Et puis après, Marion. D'accord. Marie-Françoise. Et de finir ce sur quoi j'ai été bloqué. Pardon, excusez-moi, monsieur Martin. Allez-y. Pas de souci, il n'y a aucun souci. Donc, cette dimension surfacique, je pense qu'elle est intéressante, et le fait aussi d'avoir affaire à plusieurs propriétaires, c'est que un exploitant, une exploitante a en moyenne affaire à 14 propriétaires fonciers. Alors, c'est très hétérogène, évidemment, mais c'est une difficulté. Quand on reprend un fonds de commerce, une boulangerie, on deal avec le propriétaire des murs et le vendeur du pas de porte, et puis c'est tout. Là, on doit travailler avec plus de gens, et avec donc, un effet cumulé d'éventuels rapports sexistes, pour compléter ce que disait Léa. Pour revenir sur les écoles, alors, sur les écoles d'agronomie, elles sont très fortement féminisées aujourd'hui. C'est lié notamment à une réforme de l'accès aux écoles d'ingénieurs agronomes qui a mutualisé les prépas veto et BCPST. Et en fait, avant cette réforme, c'était beaucoup plus équilibré, même s'il y avait effectivement des taux de femmes importants, beaucoup plus que dans d'autres dimensions techniques. Mais ça s'est quand même beaucoup mutualisé avec la question des vétos et avec des promotions de vétos qui étaient extrêmement féminisées. Donc là, je pense qu'il y a un fil à tirer. Il n'empêche que des ingénieurs agronomes qui s'installent, il y en a, et il y en a pas mal, mais ça reste quand même une proportion assez faible. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe soit dans les maisons familiales rurales, les bacs pro, les lycées agricoles ou dans les BTS Axes. Et là, on est quand même sur des promos qui me semblent, à moins que vous me contredisiez, beaucoup plus masculines. Et en plus, avec un environnement qui est très propice, notamment à la valorisation de tout ce qui va être la question de la mécanique, et qui n'est pas forcément la porte d'entrée attractive pour des jeunes femmes. Et c'est d'ailleurs tout un enjeu sur la question du renouvellement des générations, le fait que la promotion passe beaucoup par promotion des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, du machinisme et de la robotique, qui font appel à des imaginaires de garçons, et peut-être moins appel à des imaginaires aujourd'hui plus féminins, ou en tout cas socialisés de manière plus féminine sur le rapport au vivant, le soin, etc. On va peut-être passer la parole à deux personnes qui voulaient la prendre. Chantal, si tu veux dire un petit mot, tu veux poser une question peut-être? Non, j'ai trouvé ça, une fois qu'on m'a laissé rentrer. Oui. Donc j'ai manqué les 10 premières minutes. J'ai trouvé ça très intéressant, et je suis d'accord avec vous sur le constat qu'il y a une dimension un peu sexiste dans le milieu agricole classique. Alors, ceci dit, alors il y a un autre point dont vous n'avez pas parlé, moi, auquel je m'intéresse, c'est la place des femmes dans la gouvernance des organisations agricoles. Quand je dis gouvernance des organisations agricoles, évidemment, je pense au syndicalisme, mais pas seulement, aux chambres d'agriculture, mais pas seulement, et notamment aux outils économiques dans les coopératives. Et bon, on commence à voir quelques femmes dans des coopératives qui ont une démarche assez proactive, qui sont en général d'ailleurs des institutions, des organisations assez grosses, assez importantes. Dans les petites, c'est moins évident, sauf quand elles sont engagées dans le bio. Par exemple, je travaille avec des groupements de producteurs qui travaillent avec Biocoop. Là, on a peut-être un peu plus de femmes que dans d'autres structures plus classiques. Et donc, ma question, c'est comment… alors, dans les sociétés commerciales, la loi impose des quotas dans les conseils d'administration et maintenant bientôt dans les comités exécutifs. Les sociétés agricoles ne sont pas visées par la loi, mais du coup, quand on regarde la trajectoire de progression sur les 20 dernières années, elle est tellement lente que je me demande si une option ne serait pas de mettre le secteur agricole dans le même, peut-être avec des modalités adaptées, mais dans le même dispositif que celui des sociétés commerciales. Parce que finalement, quand on laisse les acteurs à leur bonne volonté,
C'est le constat, malheureusement, hein, je regrette, mais le constat est que les résultats sont vraiment très aléatoires. Je vous suggère qu'on passe la parole à Jean-Marie Jean-Marie Serroni, peut-être qui est le secrétaire de notre section d'économie de politique agricole. Jean-Marie. C'est pareil, je m'excuse, je n'ai pas assisté au début, donc il m'a manqué quand même beaucoup la compréhension. On t'en veut pas, on t'en veut pas. Non, mais bon, j'avais la réunion de la section économie avec Chantal et Marie-Françoise, donc j'ai quand même pris 2 minutes pour acheter un peu de quoi me substanter. Ce qui explique d'ailleurs que je n'avais pas mis l'image pour ne pas vous montrer que je mangeais pendant que je vous écoutais. J'ai perdu le fil, oui. Donc, il m'a manqué quand même, un peu comme toi, Marie-Françoise, le cadre de votre travail, là, qui m'a un peu… Allez, on va pas, Jean-Marie, on va pas revenir dessus. Il est enregistré. Hein, donc, deux ou trois remarques. Vous semblez, madame, j'ai oublié votre nom, Léa, sous-entendre que ces systèmes transgressifs, le terme, je ne me l'approprie pas, mais innovants, si on veut, petits, enfin, que vous évoquiez à 300 €, etc. Enfin, il m'a semblé, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai pas entendu le début. Vous l'évoquiez comme féminin, mais il y a autant de gars dans ces systèmes-là. Ce n'est pas spécifiquement féminin. Ces systèmes alternatifs relevant d'un projet politique. Voilà, ça c'est une première remarque. C'est plus des remarques que des questions que j'ai. La deuxième question, vous évoquez les CIVAM, bien connus, notamment dans l'Ouest où je travaille, très, très actifs et très, très professionnels d'ailleurs. Et vous évoquez la Confédération paysanne avec une nouveauté qui est une commission féminine. OK, mais ça ne vous a pas échappé que les 2 principaux syndicats agricoles, ça ne va pas durer, mais là, tout de suite, sont présidés par des femmes. La FNSEA est présidée par Christine depuis quelques années, elle va passer la main, et la coordination vient d'être, depuis 2 mois, présidée, enfin je crois que le terme n'est pas présidé, enfin la responsable, Véronique, est une agricultrice de plein exercice. Donc, je veux dire, l'accès des dames aux fonctions politiques en matière agricole me semble aujourd'hui une réalité, même si je conviens complètement à ce que vous disiez, je pense, et ce que disait Chantal, c'est qu'il y a un sexisme dans le monde agricole qui est important et qui est vraisemblablement au moins autant et sûrement plus important que dans la moyenne de la société. Ça n'enlève pas… Voilà. Et j'ai juste une question. Pourquoi vous employez tout le temps le mot « la terre » et pas le foncier, s'agissant des parcelles? Je tente de répondre à vos remarques point par point. Tanguy, tu compléteras. Alors, la terre, donc c'était quand on a publié cette enquête dans une revue grand public, on s'est dit que ce serait quand même peut-être un peu plus parlant que le foncier, qui peut être un peu aride. Donc, disons que c'est pour des raisons poétiques, quelque part. Très chargé politiquement comme terme. Non, poétique, j'ai dit. La terre. Après, politique, oui, tout à fait. Ben, ça, vous avez loupé la première partie, mais comme je disais, nous, on revendique, on assume une dimension politique dans notre travail, voire militante. Ensuite, tout à fait, on vous rejoint complètement sur cette remarque. Donc, ces pratiques-là dites transgressives, elles font partie du mouvement paysan plus largement, où il y a autant d'hommes que de femmes. Néanmoins, pour ce qui sont… En fait, c'est ce que la sociologue Clémentine Comer expliquait, qu'il y a quand même des effets d'addition où… en fait, le fait, par exemple, pour les femmes d'avoir plus de difficultés pour accéder au foncier ou à la terre fait que elles vont se retrouver avec des plus petites parcelles et donc développer d'autres pratiques. Ou alors, le fait que les femmes arrivent avec une expérience, par exemple, de mère ou un premier parcours professionnel dans le soin, elles vont importer ces pratiques-là de soins parce qu'elles ont été, j'en sais rien, moi, infirmières ou bien enseignantes avant, dans leur activité. Il y a beaucoup de femmes d'agriculteurs qui sont infirmières, oui, tout à fait. Elles ne sont pas institutrices, sont infirmières, oui.
Donc, c'est là où il peut y avoir, autant dans les discriminations, enfin, il peut y avoir des recoupements, enfin, pas forcément dans les discriminations, mais en tout cas dans le fait d'être à la fois non issu du milieu agricole et d'être femme. Après, il faudrait peut-être des études sociologiques pour réussir à dissocier les deux et bien, voilà, faire la part des choses. Pour ce qui était, alors tout à fait, pareil, on a aussi rencontré d'ailleurs, je crois, la présidente de la FNSEA Morbihan. Donc, c'est très bien que la représentativité des femmes soit à l'œuvre dans toutes les structures de quelque bord que ce soit. Néanmoins, je pense que là où il y a une différence, c'est que il me semble que ça ne suffit pas en fait qu'une femme accède à un poste de représentation et de responsabilité. C'est aussi quel modèle agricole on défend derrière. Et il me semble qu'à la FNSEA, il y a quand même encore ce modèle de la complémentarité homme-femme qui est à l'œuvre, alors que nous, ce qu'on explique dans l'enquête, c'est aussi ce que disait la sociologue Clémentine Commerce, c'est qu'à un moment, si on veut sortir du modèle majoritaire, productiviste, familial, etc., c'est sortir du modèle du couple. Donc, c'est assumer que les femmes, elles peuvent en fait ne plus être juste le complémentaire de l'homme, parce que complémentaire ne veut pas dire égal, et généralement, complémentaire n'est pas égal, mais en fait, voilà, occuper les fonctions que les hommes occupaient traditionnellement dans la ferme, voire faire sans eux. Moi, je vais devoir, Marion, tu es sûre de plus vouloir dire quelque chose? Et je pense que c'est l'heure. Voilà. Si c'est l'heure, nous allons conclure. Moi, je vous remercie beaucoup, Léa et Tanguy, merci à vous. En ligne. Je suis ravi que vous ayez, peut-être parce que c'est votre premier contact avec l'Académie d'agriculture de France. Tout à fait. Si c'est le cas, je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous poursuiviez les contacts, que vous utilisiez le fait que vous avez un accès permanent à YouTube, et que vous pouvez suivre les travaux qui peuvent vous intéresser, notamment ceux que coordonne avec talent Jean-Marie dans sa section d'économie et de politique agricole, où ces questions se retrouvent évidemment très centrales, mais aussi dans d'autres. Nous avons la chance d'y avoir notamment Bertrand qui vient de publier ce livre sur les agricultures sans agriculteurs et beaucoup d'autres. Et donc, je vous invite à poursuivre notre relation de compréhension mutuelle. Merci beaucoup. Tout à fait. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Ou besoin de références. Ben voilà, en tout cas, merci. Ou Marie-Françoise qui avait Non, mais je m'associe à ce que tu dis et votre, comment dire, votre enthousiasme fait plaisir. Et donc, quand vous serez toujours bienvenue dans notre académie. Voilà. Donc, continuez surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.